Nous sommes le 11 juin 1988. François Mitterrand vient d'être réélu président de la République. Comme le veut la tradition, il vient assister à la finale de la Coupe de France de football afin de remettre le trophée au vainqueur. Ce soir-là, le match oppose le FC Metz au FC Sochaux. Alors que les Messins disputent le championnat de première division, le FC Sochaux, lui, connaît une période plus difficile. Après avoir frôlé les sommets européens avec notamment une demi-finale de Coupe UEFA en 1981, les Sochaliens sombrent d'année en année dans les méandres du classement. Ils sont même relégués en deuxième division en 1987. Néanmoins, la saison 87-88 est celle de la Renaissance. Le FC Sochaux domine tous ses adversaires en championnat, et ils font même un parcours incroyable en Coupe de France. Ne rencontrant que des équipes de première division, ils font tomber tour à tour le Paris Saint-Germain, Montpellier, le RC Lens et enfin l'OGC Nice en demi-finale. Bien qu'une division sépare Sochaux et Metz, ce sont bien les jaunes et bleus du FC Sochaux qui sont donnés favoris. Dans un Parc des Princes comble, les deux équipes se rendent coup pour coup. Ce sont les Sochaliens qui ouvrent le score à la 36e minute sur un but de Stéphane Paille. Reste un petit peu sur notre fin, Jean-Michel, pour l'instant. Oui, parce que les gardiens de but aussi restent sur leur fin. Les préposés au tableau d'affichage restent sur leur fin. Les spectateurs et les téléspectateurs restent eux aussi sur leur fin. Ça fait beaucoup de monde qui a faim. Voilà. Avec Morin et Henry. Et Paille est volé et but. Oh, quel but! Oh, extraordinaire! Avant qu'Eric Black n'égalise juste avant la mi-temps. Premier corner pour le FC Metz. Zénier. Et but de Black. But de Black sur ces corners de Zénier. Juste alors que l'on joue les arrêts de jeu. Le premier corner du FC Metz et l'égalisation de Eric Black. À la 62e minute, sans qu'on le sache encore, le match et même la carrière d'un homme vont être bouleversés. Voilà Michael Madar. Alors que Philippe Morin avait fait une très bonne première mi-temps. Michael Madar donc qui rentre alors que l'on joue depuis près de 20 minutes. Michael Madar est né à Paris en 1968. Il passe sa jeunesse à Montreuil, dans le quartier des Morillons, où il fait ses premières armes footballistiques. Après quelques mois passés au Paris FC, il est rapidement repéré par Sochaux et intègre leur centre de formation en tant qu'attaquant. C'est le 25 mars 1987 qu'il fait sa première apparition avec l'équipe pro. C'est sous la pluie toulousaine qu'il remplace le Danois Anders Sundstrup à la 59e minute. Je pensais que lorsque Michel Pavon a marqué le deuxième but, on allait s'acheminer vers une victoire et un match tranquille. Ce n'a pas été le cas parce que les Sochaliens, déjà placés le dos au mur, ont jeté toute leur force dans la bataille. Conclusion à la 57e minute de ce match, Sylvestre réussit à glisser le ballon dans les buts de Philippe Bergerot. Mais malgré le temps pluvieux, le TFC ne prenait pas l'eau et conservait logiquement son avantage. Pour Sochaux, la chute continue. Premier match et première défaite pour le jeune Madar. Après 8 apparitions cette saison, il intègre définitivement le groupe professionnel la saison suivante. Dès la 3e journée, il est passeur décisif contre Châtellerault. Quelques semaines plus tard, c'est face à Istres qu'il s'offre un doublé, ses premiers buts en tant que joueur professionnel. Mais l'entrée de Madar aura pour effet de relancer l'attaque sochalienne un moment assoupli. Et en reprenant victorieusement ce centre de Bas-Darévitch à la 75e minute, Madar signait là son entrée chez les pros, c'est son premier but en match officiel, remarquable de sang-froid et le 4e social. Remise en jeu de Pelletier. Sauzé lance instantanément Stéphane Paille, le Sochalien récupère et regardez le jaillissement de Madar, vite comme l'éclair. C'est tellement rapide qu'on le revoit une deuxième fois pour mieux apprécier. 6-0 à la 88e.
Mais revenons à notre finale. L'entrée en jeu de Michael Madar ne change pas directement le cours du match. Les deux équipes se neutralisent et, à la fin du temps réglementaire, le score est toujours de 1 partout. Les prolongations n'y feront rien et les deux équipes se dirigent tout droit vers la terrible séance des tirs au but. Les 4 tireurs de chaque équipe font un sans faute. C'est donc au tour des derniers de la liste. D'un côté, l'international français du FC Metz, Sylvain Castenduch, et de l'autre, notre jeune Michael Madar. Le Messin marque son tir. C'est alors à Michael de se lancer et de rentrer dans l'histoire. Et Madar, le dernier tireur de Sochaux. Pour Michael Madar. Eh oui, jouer avec les juniors du Paris Football Club il y a 2 ans encore. Il disputait les tournois juniors de Saint-Jean-de-Luz et aujourd'hui il se retrouve pour le ballon le plus important qu'il n'ait jamais eu à frapper. Et Michel Etor est venu lui faire un petit coup d'intox. Ouais, un petit coup d'intox et puis il a embrassé le ballon. Pour le dernier, le 5e. Et il l'arrête. Et il l'arrête. Et Metz gagne la Coupe de France. Oui, Michael Madar. Michael Madar qui tombe en larmes dans les 16 mètres. Et la Coupe de France qui part en Lorraine. Car Michel Etor a arrêté le dernier pénalty, le dernier tir au but. Il l'a arrêté. Oh, quel suspense. Voilà, alors je dirais que les vainqueurs n'ont plus besoin de nous. Ils sont heureux. Et les vaincus, eux, ont besoin de réconfort à l'image de Michael Madar. Pauvre Michael Madar. Les téléspectateurs assistent ce soir-là à sa première désillusion. Malgré l'échec, il reste au club qui vient juste de remonter en première division. Toutefois, il y a une forte concurrence à son poste. Peu utilisé par l'entraîneur, il va être prêté à Laval lors de la saison 1989-1990. De retour à Sochaux, 1 an plus tard, il réussit à gagner du temps de jeu sans pour autant devenir un titulaire indiscutable. Il ne marque que 7 buts, toutes compétitions confondues, entre 1990 et 1992. Conscient que son avenir ne pourra pas se faire en Franche-Comté, il accepte l'offre de l'AS Cannes qui vient de descendre en 2e division. Là-bas, il y excelle dès la première saison et il permet au club de retrouver l'élite dès la saison suivante. Ses performances en première division avec Cannes sont remarquées et l'AS Monaco, entraîné alors par Arsène Wenger, n'hésite pas à le recruter en 1994. Quant à Monaco, ça passe toujours par la droite avec un Lilian Thuram très en verve. C'est lui qui, avec détermination et talent, déborde la défense et adresse un centre impeccable pour Madar. Le reste se passe dans les airs où Madar excelle. Monaco mène 1-0 après un quart d'heure de jeu. Le 4e but de Madar cette saison en championnat. Son efficacité et son niveau de jeu lui permettent de se projeter vers une carrière prometteuse et d'effacer définitivement l'échec du tir au but raté en finale de Coupe de France. C'est d'ailleurs à Monaco qu'il est sélectionné pour la première fois en équipe de France. Celle-ci est alors en pleine reconstruction, après des années de disette. Non qualifiée pour les mondiaux de 1990 et de 1994, elle s'est faite lamentablement éliminée durant les phases de poule de l'Euro 1992. Ainsi, en 1994, le rétablissement de l'équipe nationale est confié à Aimé Jacquet. Celui-ci souhaite repartir sur de nouvelles bases et n'hésite pas à porter un vent nouveau dans le vestiaire. Michael Madar profite de cette politique pour rejoindre les Bleus et affronter la Roumanie le 11 octobre 1995. Ce sera donc un match difficile que les Français vont avoir à disputer ici même, un petit peu comme celui que les Espoirs ont disputé hier. Dans un stade en fusion, les Bleus parviennent à marquer 2 buts avant de voir la Roumanie revenir au score. Nous jouons alors la 63e minute lorsque Aimé Jacquet décide de remplacer Christophe Dugarry par le héros du jour, Michael Madar.
Ils sont un petit peu nerveux, nos tricolores, et ça se comprend. Oui, c'est un match très très tendu et d'une importance qui n'échappe à personne. Ne serait-ce que simplement quand on arrive ici dans le stade, et bien que ce soit les abords ou l'ambiance à l'intérieur, ça n'est pas fait véritablement pour vous mettre en confiance. C'est un petit peu l'apparence d'un coup de gorge et c'est vraiment très très difficile de ne pas avoir peur dans un contexte comme celui-là. Dégagement de Leboeuf. Et première sélection de Michael Madar. Christian Jean-Pierre. Oui, c'est fini ici à Bratislava, Thierry. Merci beaucoup. La Slovaquie a donc gagné contre la Pologne, 4-1 et la Pologne a terminé à 9. Ouais. Merci beaucoup Christian Jean-Pierre. Les commentateurs ne se trompent pas lorsqu'ils annoncent quel conte de change fées de côté pour Michael Madar. Oui. Lupescu. Oui, il y va. Dan Petrescu. Le voilà, Michael Madar qui touche son premier ballon d'international. S'il perd son premier ballon, il ne ménage pas ses efforts. Et Jean-Michel Larquet au commentaire, protecteur, tente de l'encourager. Madar, attention de ne pas s'énerver. Voilà, Madar. Allez, Michael. Là, ouais, c'est dur. Hein. Je peux vous dire qu'il doit avoir le cœur à 140 ou 160 pulsations. Michael. Carambeu qui fait la remise en jeu. 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps, toujours 2-1 pour la France. Le voilà Madar qui a voulu donner ce ballon à Zidane. Et récupération par Pandourou, le dernier rentré des Roumains, directement sur Guérin. Pas facile de rentrer en cours de match dans un match de cette densité physique. Enfin, quelques minutes plus tard, sur un ballon dégagé par Dimeco, Madar peut enfin faire parler son talent. Dimeco qui a écarté. Allez, Madar. Allez, faut y aller. Allez, en confiance, Michael. Oui, un petit peu hésité pour voir où étaient ses partenaires. Voilà un bon ballon pour Zidane. Oui, allez, Zinedine, allez. Oui, et le voilà, oui. Zinedine Zidane. Sur ce but en pleine lucarne qui permet à la France de reprendre 2 buts d'avance à la 28e minute de la deuxième mi-temps. Et vous voyez là, balle parfaite, loin, très loin d'être hors jeu. Et il n'y a pas photo. Il va amener une première fois le ballon et au troisième rebond. Comme un vieux briscard. Il met une frappe superbe de demi-volée en poussant bien son pied vers la direction de la lucarne. Regardez comme c'est beau. 1, 2, 3 rebonds et au quatrième, ça part juste dans la lucarne. C'est un but à la Risto Stoïkov. Son aventure avec l'équipe nationale se poursuit, puisqu'on le retrouve titulaire lors du match suivant entre la France et l'Israël. Mais c'est face à l'Arménie, lors d'un match de préparation pour l'Euro 1996, qui doit se dérouler en Angleterre, que Michael Madar réalise sa plus belle performance. La France domine largement le match. Angloma marque dès la 16e minute, avant que les Bleus n'enchaînent les occasions sans parvenir à concrétiser. Vers l'heure de jeu, Madar se fait enfin remarquer. Non pas par un dribble endiablé dans la surface adverse ou un coup de tête dont il a le secret, mais pour avoir perdu sa médaille. Là, j'ai Marcel Desailly a pris un défenseur entre Madar et le nouvel arrivant Vardagnan. La première explication a été chaude. Jean-Michel Moutier qui, lors du match que vous avez vu, avait perdu des organes essentiels pour la mastication, dans une explication. Là, il a perdu sa médaille. Oui, il a perdu sa médaille. Sa chaîne et sa médaille. Mais Jean-Michel Moutier a retrouvé ce qu'il avait perdu. Il valait mieux parce que sinon il ne pouvait plus manger. Hein. Bon. Avis au jardinier de la pelouse de Villeneuve d'Ascq. Il y a la médaille de Michael Madar qui se promène par là. Durant 2 minutes, le match est interrompu en attendant que Michael Madar, les yeux rivés sur la pelouse, retrouve son précieux médaillon.
L'histoire ne dit pas s'il a retrouvé sa médaille, mais on sait que quelques minutes plus tard, Madar marque son premier but sous les couleurs de l'équipe de France. Sur un superbe centre de Lizarazu, il plante une tête dans le but arménien qui vient sceller la victoire française. Second poteau, Michael Madar. Ah oui, là il y est. But de Michael Madar sur ce centre de Lizarazu. Des têtes, il n'en manque pas souvent. Et celle-là, il ne l'a pas manqué. 25e minute de la deuxième période. Il lève bien la tête, frappe de l'arrêt interne, il saute, il rabat juste dans le petit trou. Son exploit aurait pu être encore plus grand 2 minutes plus tard si sa frappe ne s'était pas écrasée sur le poteau. Ainsi, à quelques jours de l'Euro, Madar semble avoir marqué des points, non pas pour être titulaire, mais du moins pour être un remplaçant de confiance. La France réalise une belle compétition, en se faisant éliminer qu'en demi-finale au tir au but par la Tchécoslovaquie. Mais cette fois-ci, Madar n'y est pour rien. Celui-ci a en effet passé tout le tournoi sur le banc sans jamais jouer une seule seconde. Fort de son passage à Monaco, Madar souhaite vivre une expérience à l'étranger. Cela le conduit en Espagne où il rejoint les rangs du Deportivo La Corogne. Si le club végète aujourd'hui en 2e division, il jouait alors les premiers rôles de la Liga. Ses débuts sont prometteurs, mais la malchance guette toujours le jeune espoir français. Il se fracture en effet le tibia, ce qui l'éloigne durablement des terrains. Michael Madar fait alors tout son possible pour revenir au plus vite. Il espère encore prétendre à une place pour la Coupe du Monde 1998. Mais alors qu'il prépare son grand retour pour la saison 97-98, un conflit éclate avec l'un de ses coéquipiers lors d'une séance d'entraînement. Cette dispute l'amène également à proférer des insultes envers son entraîneur José Manuel Corral. Il est exclu du groupe et son avenir en Galice semble s'assombrir. Le danger de ne pas jouer est encore plus grand quand on sait que nous sommes à quelques mois de la Coupe du Monde en France. Il ne lui reste que 6 mois pour intégrer la liste d'Aimé Jacquet. C'est alors qu'au mercato hivernal, un événement inattendu vient bouleverser la carrière de Madar. Le coach d'Everton, Howard Kendall, lui demande de venir rejoindre les rangs des Toffees. Bien que le club joue les dernières places du championnat, c'est une aubaine pour le joueur. Ça lui permet de rejoindre l'un des meilleurs championnats européens et surtout de retrouver du temps de jeu. Cependant, son arrivée ne suscite pas l'engouement des fans. Madar est quasiment un inconnu outre-Manche et le public ne comprend pas pourquoi Howard Kendall est allé chercher un joueur qui jusqu'alors était blessé. C'est donc à Michael de faire ses preuves. Il va le faire de la meilleure des manières. 1 an seulement après avoir foulé pour la dernière fois les pelouses d'un stade de foot, il est titularisé contre Crystal Palace. Pour son premier match à Goodison Park, il s'offre le luxe de signer le 3e but de son équipe et relance par là même Everton dans la course au maintien. Son bilan est plus que positif et son impact en attaque se fait ressentir. En 17 matchs, il marque 6 buts et permet à son équipe de rester en première ligue. Il semble enfin relancer sa carrière et, qui sait, retrouver sa place dans le groupe équipe de France. Oui, mais voilà. Encore une fois, la chance ne sourit pas à Michael Madar. Malgré ses statistiques, les supporters prennent rapidement le joueur français en grippe. On lui reproche notamment son manque de combativité. Il ne se donnerait pas à fond durant 90 minutes. De plus, sa communication laisse à désirer. Souhaitant répondre aux critiques, il annonce « Je ne peux pas jouer un match entier parce que le jeu en Angleterre va trop vite et je n'ai plus 20 ans mais 30. Et il est mieux pour moi et l'équipe que je joue 70 bonnes minutes que 90 moyennes. Je sais que les fans veulent me voir finir les matchs, mais je n'y arrive pas.
Ce manque de combativité passe mal auprès des fans, pour qui le fighting spirit est l'âme même du club. Alors qu'on pouvait espérer une deuxième saison aussi aboutie que la première, pour faire taire les mauvaises bouches, Michael va une nouvelle fois gâcher son avenir. Sa non-sélection par Aimé Jacquet pour la Coupe du Monde 1998 laisse un goût amer chez le joueur. Sans doute déprimé par cet épisode, il commence la pré-saison 98-99 dans les pires conditions. Au lieu de prouver sa valeur footballistique à son nouvel entraîneur Walter Smith, Madar s'énerve et s'en prend à lui devant toute l'équipe. Mis à pied durant 3 matchs, il entre alors dans une phase de refus. N'écoutant plus les consignes de son coach, durant les entraînements, il va s'isoler des terrains. Pire, il rajoute de l'huile sur le feu dans sa relation avec le public, en critiquant ouvertement la vie à Liverpool et en pérorant qu'il pouvait bien rester sur le banc, qu'il avait signé un contrat juteux qui le mettait à l'abri du besoin. Cette situation est intenable et pousse les dirigeants d'Everton à lui trouver au plus vite une porte de sortie. Celle-ci va le conduire vers sa terre natale et son club de cœur, le Paris Saint-Germain. Mais avant de partir, dans l'un de ses derniers matchs, Michael n'omet pas de signer un magnifique but ainsi qu'un beau message aux supporters d'Everton. The throw. This is Gareth Farrelly. Madar's there. Madar, yes, Everton are back on level terms. It's 2-2. Seconds earlier, Ferguson had squandered a chance. Son arrivée au PSG ne se fait pas dans un contexte des plus sereins. Le club a changé à la fois de président et d'entraîneur en début de saison. Les résultats sont décevants et le club erre dans le ventre mou du championnat. Il fait pourtant une fin de saison tout à fait honorable avec Paris. Il y impose son style de jeu et fait figure d'homme fort dans l'attaque parisienne. Il inscrit 8 buts en 16 journées. La seule recrue présente ce soir, c'est Michael Madar, transféré d'Everton, et le nouvel attaquant du PSG est à la réception de ce centre de Leroy, mais le ballon est renvoyé par le poteau. Quelques minutes plus tard, Jérôme Leroy sert Madar, et c'est l'ouverture du score. Paris mène enfin 1-0. Mais au ralenti, on s'aperçoit que le Parisien est en position de hors-jeu. Le but n'aurait pas dû être validé. Mais le malheur n'est jamais loin de la carrière de Madar. Et ce dernier se blesse durant l'automne. Durant son absence, le duo d'attaque Leroy-Christian enchaîne les bonnes prestations, ce qui pousse Michael Madar à rester sur le banc lors de son retour de blessure. Fidèle à lui-même et à sa franchise, il refuse de se déplacer à Auxerre, sachant qu'il serait remplaçant. Les tensions avec l'entraîneur commencent à se faire sentir. S'il est dans le rôle de la doublure en championnat, il a du temps de jeu durant les matchs de coupe. Et le PSG, cette année-là, se distingue particulièrement en Coupe de la Ligue, où en finale, il affronte le club de 2e division, le FC Guignon. Une nouvelle fois, le sort s'acharne sur le pauvre Madar. Blessé, il ne peut qu'assister depuis les tribunes à la défaite de son équipe et à sa 2e finale perdue. Flotto sur la vitesse. Il est tout seul, Flotto. Il va tout seul, et il frappe, et il marque. Flotto qui marque. Le 2e but de Guignon. Guignon a gagné sa finale de la Coupe de la Ligue. Cette défaite est suivie de la fin de son contrat avec le PSG. Pour la première fois de sa carrière, Michael Madar est au chômage. Il a certes quelques contacts avec des clubs de première division, mais rien ne se concrétise. Cependant, Madar le sait. Dans le football, le hasard peut vite faire évoluer les choses. Luis Fernandez, son ancien coach lorsqu'il évoluait à Cannes, est nommé nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain en décembre 2000. Si Michael n'est plus un joueur du PSG, il continue de s'entraîner avec le groupe pro afin d'entretenir son niveau de jeu. Impressionné par son état de forme, Luis Fernandez demande à la direction de réintégrer Madar dans l'effectif du PSG. Cependant, il n'a guère l'occasion de briller durant cette fin de saison,
Avec seulement 3 apparitions en championnat et un but, ce retour ressemble fortement à un chant du cygne pour l'attaquant parisien. On arrive en fin de match. Mickaël Madar qui est entré a coupé la trajectoire de ce ballon. Et il marque, il permet au Paris Saint-Germain d'égaliser. Mickaël Madar content. La frappe de Robert bien placée aussi. Et Grégory Vimbé accompagne en plus ce ballon au fond de ses filets. 2 buts partout, ce sera le score final. Madar est heureux. Contrairement aux promesses faites par le club et par son entraîneur, son contrat n'est pas renouvelé. Mais Madar n'est pas du genre à se lamenter. Contacté par un ancien dirigeant cannois, il intègre, sans véritable ambition ni passion, le club de Créteil qui évoluait alors en Ligue 2. Son début de saison est passable, avec 4 buts en 13 rencontres, toutes compétitions confondues. Mais loin des projecteurs et de l'enjeu des grands matchs, l'ancien Sochalien semble traîner son spleen sur les pelouses de Ligue 2. De plus, il se plaint régulièrement de la violence des défenses adverses qui, selon lui, cherchent à le massacrer. Le match de trop se déroule au stade Pierre Brisson de Beauvais le 17 novembre 2001. La semaine précédant la rencontre est électrique. Après 10 matchs sans victoire et une place de lanterne rouge, les tensions sont vives entre l'entraîneur et la direction. Le vestiaire est lui aussi en ébullition lorsque les joueurs apprennent que 2 cadres de l'équipe sont envoyés avec la réserve. Le dernier entraînement tourne au chaos. Tous les ingrédients sont là pour un match d'anthologie. Il est 20h45. Le tableau d'affichage montre un ennuyeux score de 0-0 lorsque l'arbitre M. Castro siffle la fin de la première mi-temps. Alors que les 2 équipes se dirigent tête basse vers les vestiaires, un homme sort du lot. Ce dernier n'est autre que Mickaël Madar. Et qui d'autre, à part lui, pourrait nous narrer le dernier geste de sa carrière de footballeur. Le public, c'est-à-dire 400 personnes, se met à me siffler. Je leur fais un bras d'honneur. J'ai jeté mon maillot et je suis parti. Ce n'est pas ce que je voulais comme fin de carrière, mais bon, je n'étais pas là pour me faire chier avec un public qui me siffle. Je n'en avais rien à foutre, moi, de Créteil. Madar pourrait s'arrêter sur ce geste, symbole de la frustration d'un espoir toujours déçu. Mais le football lui réservait encore une belle surprise. Après s'être éloigné des terrains durant 15 ans, l'ancien joueur obtient son diplôme d'entraîneur. Et c'est sur le banc de l'AS Cannes que nous le retrouvons. Toutefois, l'ancien club de Zinedine Zidane a connu de nombreux déboires depuis 1998. Après une succession de relégations sportives puis administratives, le club se retrouve en division régionale en 2014. La nouvelle équipe dirigeante et la municipalité s'engagent alors dans un projet de reconstruction. C'est à cette occasion qu'on fait appel à une ancienne gloire du club, Mickaël Madar. Sur le banc cannois, il réalise une brillante saison. À 2 journées de la fin, son équipe est en tête du championnat et l'objectif de la montée est presque acquis. Mais une fois de plus, le malheur vient s'abattre sur lui. Ses dirigeants ont aligné sur la feuille de match un joueur qui était pourtant suspendu. Cette erreur est découverte par la fédération quelques jours plus tard et entraîne la défaite de l'AS Cannes sur tapis vert. Ils finissent 2e du championnat et ratent d'un cheveu l'ascension en division supérieure. Suite à cette fin de saison cataclysmique, il est démis de ses fonctions. Alors que retenir de la carrière de Mickaël Madar? L'image du loser magnifique serait sans doute celle de la facilité. Certes, notre focale s'est attachée à ne retenir et revenir que sur ces instants de malheur, ces secondes, ces coups du sort, qui font basculer le destin des joueurs et joueuses de foot. Toutefois, Mickaël Madar est plus que cela. C'est l'image de la passion footballistique qui s'exprime à tous les tournants de sa carrière.
En se replongeant sur le parcours de cet homme, on ne peut que constater qu'il porte en lui tout ce qui retient l'attention des spectateurs et spectatrices de foot. Une humanité qui brille encore plus dans l'échec. Dorénavant consultant à la télévision, Michael Madar semble apaisé, analysant plus qu'en éprouvant les drames du football. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à un prochain épisode.